Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débrief. On est ravis avec toute l'équipe et avec nos invités de vous retrouver une nouvelle fois pour décrypter, comme chaque mercredi, l'actualité nationale. Aujourd'hui, on va parler de la violence contre les femmes. C'est vendredi dernier qu'a été lancée, comme chaque année, la campagne annuelle de l'ONU pour l'éradication des violences faites aux femmes. Une campagne qui va durer 16 jours et qui est cette année placée sous le signe de l'éradication de la violence à caractère sexiste. Cette campagne a pour objectif d'alerter sur les violences dont sont encore victimes les femmes à travers le monde. L'occasion pour nous de faire un état des lieux au Maroc, surtout à un moment où le projet de loi sur les violences à l'égard des femmes est suspendu à une deuxième lecture à la Chambre des conseillers après son adoption en juillet dernier par la Chambre des représentants par les députés. Quels sont les chiffres de cette violence au Maroc? Quelle forme revêt-elle? Quelles sont les mesures prises et quels sont les dispositifs mis en place pour l'endiguer? C'est ce que nous verrons dans la première partie de l'émission. Et puis juste après la pause, après la pub, nous essayerons de revenir aux racines de la violence pour essayer de comprendre ces phénomènes qui s'exercent à l'égard des femmes, mais aussi qui prennent d'autres formes, comme en témoignent régulièrement des faits divers marquants. Pour évoquer tous ces sujets avec nous, nous avons le plaisir ce soir de recevoir sur le plateau du débrief Monsieur Jean Zagani-Haris. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes sociologue et professeur à l'EGE de Rabat. À vos côtés, Monsieur Abdelhakim Chaferi, vous êtes professeur universitaire, vous êtes activiste au sein de la société civile et vous êtes également aujourd'hui au titre de représentant de la coalition Printemps de la Dignité. Merci. Et enfin, Madame Fatem Zahra Chaoui, bienvenue Madame, vous êtes avocate au barreau de Casablanca et vous êtes présidente de l'association marocaine de lutte contre la violence à l'égard des femmes. Merci à tous d'être avec nous. J'évoquais en introduction cette campagne lancée par l'ONU comme chaque année pour sensibiliser à la lutte contre la violence faite aux femmes. Alors juste votre sentiment, est-ce que vous avez le sentiment qu'on parle assez de la violence faite aux femmes ou est-ce qu'on a besoin régulièrement de ce genre d'événements pour libérer la parole et placer les projecteurs sur ce sujet? Honneur aux dames. Madame Chaoui. Effectivement, d'abord je vous remercie pour le choix du sujet. C'est un plaisir. Et j'espère que ça serait dans votre agenda quotidien parce que là, que ça ne serait pas occasionnellement. Nous y avons consacré plusieurs à l'occasion de la journée de la femme ou des journées donc, on n'en parle pas beaucoup parce que vu l'ampleur du phénomène au Maroc, enfin dans le monde entier, mais au Maroc, vu l'ampleur du phénomène, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et vu le nombre de femmes qui en sont victimes, je pense que les chiffres témoigneront, après ils viendront et témoigneront de l'ampleur du phénomène. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. Et je voudrais aussi dire que la violence à l'égard des femmes, c'est un crime. Il faut le prendre comme un crime. Et aussi que c'est une atteinte à l'intégrité de la femme. C'est une violation à ses droits humains fondamentaux, qui est le droit à la liberté, à la santé, à la vie. Donc, vu toute cette ampleur qu'elle a, je pense que on doit en parler dans les médias un peu plus, aussi dans les écoles, on en viendra tout à l'heure. On viendra au canot de sensibilisation. Sur les sensibilisations. Monsieur Chaferi. Bon, merci pour l'invitation de la merci d'avoir accepté. Autant parler de la coalition, je considère que aujourd'hui, ça couronne aussi, ces journées de violence, ça couronne tout un processus de lutte du mouvement des droits des femmes depuis la fin des années 80 avec l'ancien Moudouana et bien sûr tout le processus de changement à travers les lois, ou à travers un certain nombre de dispositions et de politiques. Et bien sûr, la coalition, elle a été formée et constituée en 2010. Elle contient plus de 27 associations et fondations qui travaillent sur la lutte contre la violence et bien sûr la lutte contre les discriminations. Le travail quotidien, même si on est dans ces jours, cette coalition travaille toute l'année sur la question de la violence. Un travail au début, en 2010, la date de mise en place de cette coalition, elle a travaillé sur le code pénal à l'époque, en essayant de montrer et d'analyser ce code pénal, que ce soit sur la forme, sa structure, la centralité de la question de la sécurité, plutôt que la question des droits, que ce soit sur contenu,
qui, dans le traitement, globalement, dans le traitement de la question des droits de la femme, il a une approche beaucoup plus moraliste, une approche basée sur une vision traditionnelle conservatrice, plutôt qu'une vision droit. Donc, alors, plusieurs... on va parler de ce cadre juridique, justement, pour essayer de comprendre de quel cadre juridique on parle sur alors, ce sujet. À l'époque, on parlait de, bien sûr... On va y revenir, on va y revenir. Ouais, on va revenir. Je voulais juste avoir votre sentiment sur, ouais. Est-ce qu'on parle assez, est-ce que la parole est réellement libérée sur ces violences faites aux femmes? D'après votre expérience de terrain, d'après mon expérience, la question de la violence contre les femmes, c'est une question quotidienne. Mais en parler, trouver des solutions et légiférer, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Nous avons connu un processus juste après 2011 et avant 2011. Il y avait une dynamique avant 2010 avec l'agenda de genre, il y avait toute une planification. Mais après 2011, et il y a eu beaucoup d'effets, quelques aspects positifs, mais beaucoup d'aspects négatifs, notamment liés à la tendance conservatrice qui a un peu mené le jeu. On va y revenir. Voilà. On va y revenir. Monsieur Zagagnariis, même question, cette parole sur la violence faite aux femmes. Alors, c'est là de quelle violence on parle, de quelle femme on parle, et on gagnerait, je pense, à déshomogénéiser tout ça. C'est-à-dire, vous avez différents types de violences, la violence physique, la violence symbolique, pour reprendre un peu la dichotomie de Pierre Bourdieu. On allait parler justement de la typologie des différentes formes de violence. On y viendra après. Alors, quand je dis quel type de femme, c'est surtout pas pour bien sûr les hiérarchiser ou dire qu'il y aurait des violences plus graves que d'autres. Non, toute violence, qu'elle soit physique ou symbolique, depuis les coups de poing jusqu'au harcèlement moral, toutes ces violences exercées sur différentes catégories de femmes qui occupent des situations bien particulières dans la hiérarchie, alors du coup, elle bien réelle des classes sociales, dans les interactions qu'elles ont avec les masculinités hégémoniques, on gagnerait par exemple à penser cette violence en tenant compte des catégories sociales. Alors j'ai pris la classe sociale, mais il y en aurait d'autres. Je pense par exemple aux personnes à besoins spécifiques. Il y a 1 ou 2 ans, il y a eu un colloque qui a attiré l'attention justement sur le pourcentage important de femmes à besoins spécifiques victimes de violences et qui sont victimes de violences parce qu'elles sont à besoins spécifiques. Là, il y aurait une manière extrêmement importante de penser ces violences qui consisterait à les aborder empiriquement dans leur hétérogénéité, leur pluralité, leur dimension concrète et avec, bien sûr, ce qu'ont dit mes 2 collègues, avec tout l'appareillage associatif. Les associations sont vraiment offrent des pistes salutaires, des solutions salutaires. Je pense par exemple, il y a Samira Birkaden, on en parlait tout à l'heure avec mes collègues, qui m'avait offert un rapport sur les violences de genre et la spécificité de ces violences de genre, depuis par exemple la non-reconnaissance du viol conjugal. Ça par exemple, voilà, là c'est des choses très concrètes. On va en parler tout à l'heure parce qu'il y a des chiffres là-dessus. Oui, madame. Votre question, est-ce qu'on en parle? Je disais qu'on n'en parlait pas assez, mais jusqu'à 1995, c'était un sujet tabou, on n'en parlait pas. On n'en parlait jamais. Donc déjà, c'est grâce aux associations, grâce à tout le travail que font les associations, les centres d'écoute qui dénoncent, qu'aujourd'hui, on en parle au moins. On n'en parle pas assez, mais on en parle au moins. Mais avant, c'était un sujet tabou, c'était quelque chose d'interne, ça concernait la famille, ça ne pouvait pas concerner les autres. Donc, déjà, il y avait une sorte de pudeur sur ce sujet. Oui, il y avait une pudeur, il y avait la culture, c'était interne, c'était un problème de famille, on ne pouvait pas en parler. Moi, Monsieur Chafaï. Par rapport à ce qu'a dit notre ami, CADEM, c'est l'ADFM, et c'était l'ADFM et l'AMDF en 2010 qui ont fait une étude et publié un rapport sur la question, le code pénal. Le code pénal et la question de la violence contre les femmes et la question de la discrimination. Et d'ailleurs, à la suite de ce rapport, la coalition a été mise en place, qui a commencé à travailler un peu sur le code pénal et qui a élargi, surtout après le débat national sur la question de la justice et le judiciaire, la réforme judiciaire, c'est après que ça a été élargi à la législation d'une manière globale et que plusieurs thèmes ont été abordés. Si vous permettez, je peux les citer. La question du mariage des filles, je dirais pas les mineurs, c'est le mariage des filles, des enfants. La question, par exemple, de l'interruption de la grossesse.
la question de la discrimination dans les lieux de travail, la question de la violence dans le public, etc. Donc il y a une vision un peu globale de la question de la violence. C'est dû à un travail collectif de toutes les associations, y compris les associations, pas la BFF aussi. Alors on va revenir sur toutes ces formes de violence. Je voudrais juste donner une définition, c'est la définition de la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Voici comment on définit ces violences. Tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Alors, ça c'est la définition donc de la déclaration. Pour revenir sur ces différents types de violences, bon, on va les passer en revue pour voir à quoi elles correspondent et ce qu'elles représentent dans le débat public ou pas, parce qu'il y en a certainement qui restent tabous. Les violences psychologiques d'abord, parce que c'est celles-là qui arrivent en tête, 48%, soit 4,6 millions. Je parle des chiffres du Maroc, c'est l'enquête du HCP sur la prévalence de la violence, qui a été publiée il y a 5 ans. 4,6 millions de femmes, soit 48% de celles qui disent avoir subi des violences, parlent de violences psychologiques. Alors c'est quoi une violence psychologique? C'est la privation de liberté, c'est le harcèlement dans la rue. C'est quoi une violence psychologique? Madame Chaoui, Monsieur Chapari. Tel qu'il est défini d'ailleurs par l'enquête du HCP, quand il parle de violence psychologique, il l'a défini comme tout acte qui consiste à dominer ou à isoler une femme ainsi qu'à l'humilier ou à la mettre mal à l'aise. Ça, c'est la définition qui a été adoptée dans l'enquête de lutte contre la violence. Effectivement, donc la violence psychologique, c'est lié à l'état psychique de la femme. Tout ce qui peut gêner, tout ce qui peut humilier, tout ce qui peut être compris comme insinuation, une agression, une touche ou beaucoup de choses, c'est une violence psychologique. Mais il faut quand même faire une touche. Toutes les violences, quand on est tapé, une violence physique, elle engendre une violence psychologique. Et vice-versa. Donc, mais si on parle que de la question psychologique, mais en fait, c'est pas exclusif, bien sûr, que quand on subit une violence à caractère physique, il y a un impact psychologique, mais là, en tous les cas, les plus nombreuses sont celles qui disent avoir souffert d'une violence psychologique, sans qu'il y ait eu atteinte au physique. On sait très bien que beaucoup de femmes n'ont pas de moyens. La violence économique, la femme est privée de moyens de se subvenir à ses propres besoins. Quand le mari, par exemple, s'abstient de lui donner de l'argent pour aller au bain ou pour aller... C'est une forme de violence. Ils se sentent minorés, ils se sentent frustrés et ça crée une souffrance psychologique. Madame Chaoui. Je pense que la violence psychologique, elle est la plus grave. Peut-être elle n'est pas la plus fréquente, mais elle est la plus grave. Elle est la plus fréquente parce que, selon les sondages de Centre d'écoute, c'est la physique qui vient en premier lieu, mais la psychologie, comme a dit Hakim, elle accompagne toutes les violences. Mais aussi, c'est une violence à part entière. C'est le dénigri, c'est l'isolement, c'est l'abaissement, donc, tout ça, déjà, il y a la violence psychologique, c'est un fait à part, et en plus, elle accompagne toutes les violences. On peut pas, une femme qui est tabassée ne peut pas être normalement dans une bonne santé psychologique. Quand elle est privée de sa liberté, quand elle est privée de sa pension, quand elle n'est pas autonome, quand elle dépend matériellement d'un mari qu'elle n'a pas, qu'elle ne subvient pas à ses besoins, c'est normal qu'elle ait que sa santé morale et qu'elle ait donc elle accompagne toutes les autres formes de violence, et en plus elle est à part et c'est la plus grave parce que pour sortir, parce que la femme dans cette forme de violence, elle se culpabilise. Donc elle pardonne,
elle est plus la victime, elle est coupable, elle est dans le cercle vicieux. Le cercle vicieux de la violence, et c'est difficile de la sortir de ce... Jean Zaganiaris, je viens de donner quelques chiffres de la violence. Il y a un chiffre qui est aussi frappant, c'est la violence qui s'exerce dans l'espace public. Dans une enquête 2015 de l'Observatoire national de la violence à l'égard de la femme, alors pour ces chiffres, on s'est appuyé sur les données fournies par la Direction générale de la surveillance nationale. Sur les violences physiques faites aux femmes, il y en avait à peu près 14 000, dont 53,7%, quasiment 54% qui étaient dans les espaces publics. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et on a dans cette enquête le rapport qui est fait sur ce chiffre. Les lieux publics sont les endroits où la violence physique à l'égard des femmes est la plus manifeste. Près de 53,7% des cas de violence en 2014 ont été enregistrés dans les lieux publics et 39% dans le foyer familial, c'est-à-dire quasiment 15% de moins. Ensemble, ces deux endroits monopolisent plus de 92% des agressions en 2014, mais 54% des agressions dans l'espace public. Ça dit quoi de la société? Ça dit quoi de l'appréhension de cette violence? Alors, Jean Zaganiaris. Là, il y aurait, je pense, trois choses importantes. La première sur laquelle on est revenu, c'est vraiment le lien entre les différents types de violences psychologiques, physiques, et dans les chiffres que vous donnez précédemment, on spécifie aussi, enfin, on distingue la violence sexuelle. On la distingue de la violence physique, on la distingue de la violence psychologique, c'est-à-dire violence sexuelle allant jusqu'au viol comme spécificité de violence de genre. La deuxième chose, effectivement, tous ces chiffres-là, il faudrait voir les conditions sociales de l'enquête. Moi, je serais toujours très très prudent sur les conclusions culturalistes qu'on est dans une société machiste, patriarcale, parce qu'elle est maghrébine, etc. Non, ça, je pense qu'il y a... C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Je vais aller au bout de mon raisonnement, parce qu'il y a une violence de genre qui est internationale, qui a ses spécificités, mais qui a aussi son universalité. Et quand on dit 54%... Juste, pardon, vous ouais. parlez de l'international, c'est vrai que les chiffres à l'international, juste pour en donner quelques-uns, une femme sur trois dans le monde se déclare avoir été au moins une fois dans sa vie victime de violences physiques ou sexuelles. En 2012, une femme sur deux est morte à la suite de violences infligées par son partenaire, et 2/3 des pays seulement disposent de lois contre la violence conjugale, par exemple. Donc c'est juste quelques chiffres pour se rendre compte malheureusement de l'universalité de ce phénomène, et des chiffres alarmants aussi dans le reste du monde. Voilà, en sachant que ces chiffres-là, par exemple les 54%, puisque c'est presque 54% des violences ont été faites sur l'espace public, ces statistiques, en fait, elles rendent compte de ce qui est visible. Elles ne rendent pas compte de ce qui n'est pas visible, de cette autre violence qui existe, qu'on a beaucoup de mal à quantifier. Je pense que les chiffres ne peuvent pas tout quantifier. Ils donnent effectivement un éclairage extrêmement inquiétant qui montre que dans l'espace public, vous pouvez avoir une violence spécifiquement de genre. Vous pouvez avoir une femme qui se fait tabasser, qui se fait violer. Il y a des choses qui circulent, vous voyez, sur Facebook. Après, il faut faire très attention, je pense, sur la façon dont les médias construisent socialement la réalité sociale. Et à un moment, un chiffre statistique vient à point nommé pour construire, vous voyez, du sens commun et dire qu'il y a cette violence qui est répandue. Et on ne voit pas deux choses. Premièrement, tout un ensemble de non-violences qui peuvent exister dans cet espace public, et en même temps un autre type de violence beaucoup plus cachée et qui touche, alors là, du coup, à des personnes qui sont incapables de visibiliser leur vulnérabilité et qui sont incapables d'avoir leur vulnérabilité prise en compte par les statistiques. Et je pense que là est vraiment le cœur de la violence de genre. Pour revenir sur ce chiffre, je pourrais aisément commenter, peut-être aller dans le sens, et j'irai également dans ce sens-là, puisqu'on ne peut pas nier cette dimension patriarcale dans l'espace public, comme on ne peut pas nier qu'il y a aussi, dès qu'il y a pouvoir, il y a aussi résistance, qu'il y a aussi des résistances. Ça dépend des femmes, ça dépend des situations, ça dépend des milieux, ça dépend... C'est pour ça que je pense que le critère de la classe sociale est très important. Vous partagez ce critère, Madame Chaoui, vous faites de l'accompagnement pour les femmes victimes de violences, l'accompagnement juridique. Est-ce que vous partagez cette idée selon laquelle, selon les couches sociales ou le milieu de vie, les femmes auraient une réaction différente ou seraient plus résistantes à cette violence? Non, je suis désolée, je ne le partage pas parce que par expérience, comme je vous disais, que je suis une femme de terrain et j'ai fait de la consultation un peu plus de 10 ans, donc j'ai reçu des femmes de toutes classes. La violence, elle n'a pas de classe, elle n'a pas de milieu social, elle est partout. Mais est-ce qu'elles adoptent des réactions différentes? Ça dépend, selon leur appartenance ça sociale? dépend, comme je vous disais, ça dépend du degré de la violence. Une femme, qu'elle soit
d'un milieu social et qu'elle est déjà dans le cercle de la violence, elle n'aurait aucune résistance, quel que soit son cas. Donc ça dépend de la violence qu'elle subit. C'est des cas par cas. Mais je voudrais revenir sur l'espace public, mais je pensais, moi, enfin, il y a d'autres statistiques qui disent que dans la violence conjugale, elle est la plus fréquente, mais aussi l'espace public est considéré, comme disait notre ami, est considéré comme un espace d'hommes. C'est un espace masculinisé. Masculinisé. Quand je dis espace public, je ne parle pas que des rues, des boulevards. Je parle aussi des transports publics, le transport, le travail. Donc, c'est considéré comme un espace carrément masculin et que cet homme a le droit de correction sur la femme dans le milieu. C'est-à-dire, ils se sont autorisés à le faire. Ils s'autorisent de corriger la femme. L'exemple de Inzgan, l'homme s'autorise de corriger celle qui porte une robe. Et ou aussi, plus récemment, cet homme qui a tenté de tuer sa femme dans la rue. Moi, je donnais un exemple. Les exemples, on ne manquent pas, malheureusement. Et je voudrais ajouter une autre chose, c'est que c'est aussi éducatif. Quand une fille va sortir dans la rue, ses parents ils vont lui dire fais attention, ne passe pas par des rues qui ne sont pas très lumineuses, essaie de ne pas porter des talons comme ça tu pourrais courir et te défendre. Mais un garçon qui va sortir dans la rue, ses parents ne lui diront pas, respecte quand même la fille. L'espace, c'est un espace égalitaire de garçons et de filles. N'essaie pas d'harceler les filles. C'est aussi la question de l'éducation. Une éducation, peut-être qu'on va revenir sur... oui, absolument. Mais c'est bien de le dire quand même maintenant. On le dira jamais assez, je crois. Monsieur Chaffaoui. Oui, sur cette question de la violence dans l'espace public. Il est lié à la discrimination contre les femmes, la discrimination de genre contre les femmes et ce cliché de la femme comme objet de plaisir et objet de l'homme. Je pense inconsciemment, quand une femme passe dans la rue, pour l'homme, c'est une perturbation. Il est perçu comme une perturbation de sa masculinité, etc. Donc c'est une culture. Et cette culture, il se nourrit d'un certain discours dans les médias, d'un certain discours dans les médias sociaux aussi, d'un certain discours dans les mosquées, d'un certain discours où la place naturelle de la femme, c'est chez elle, c'est le privé. Donc, avec l'arrivée en masse de la femme dans l'espace public, avec sa volonté de participer, il y a une résistance. L'homme se sent un peu... L'homme masculin, pas l'homme citoyen, l'homme masculin se sent un peu gêné et a envie d'expulser la femme de cet espace parce qu'il revendique un partage, parce qu'il revendique un droit, le droit de citoyenneté. Et je pense que c'est lié à ça, c'est la question de la citoyenneté. Il y a aussi une question de l'impunité aussi. Parce que quand on voit, quand une femme est agressée dans la rue, ben, généralement, parfois, il est laissé pour son sort. Mais est-ce que d'abord, par rapport à la question sociale, comme vous avez dit, moi, je pense qu'il y a un lien aussi. Plus la femme est armée sur le plan éducatif, sur le plan moyen, parce que la femme, beaucoup de femmes qui sont agressées, c'est des femmes, généralement, qui utilisent le transport public. Bien sûr, il y a des femmes qui ont leur voiture, qui ont la possibilité de se déplacer. Le risque est moindre. Donc, il y a des femmes aujourd'hui, par exemple, qui sont harcelées, les femmes qui sont dans le besoin. On sait très bien un homme qui a la voiture, qui possède la voiture, et une femme qui a besoin d'arriver sur place, et parfois il peut prendre le risque de concourir aux besoins d'une personne qui a d'autres visées. Donc la question des conditions sociales et les conditions de pauvreté de la femme, c'est-à-dire la question de la violence économique, entraîne plusieurs formes de violence, notamment la violence dans l'espace privé et la violence dans l'espace public. Une femme intellectuelle, même s'il est tapé par son mari, il a la possibilité d'aller payer un avocat, il a des alternatives. D'autres femmes qui ne travaillent pas ou qui sont à la merci d'un homme. Madame oui, non, toutes les femmes sont victimes. Toutes les femmes sont victimes de la violence, mais je dis les moyens de défense, l'autonomisation des femmes, la possibilité, l'éducation par exemple, parce que c'est lié, quand on trouve que la majorité des analphabètes c'est des femmes. Donc lutter contre la violence à l'égard des femmes, c'est aussi lutter contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
toutes les formes de discrimination, que ce soit sur le plan civil, politique, économique, social et culturel ou environnemental. Mais l'homme tolère dans la campagne, si on va à la montagne, il tolère que sa femme aille travailler dans les champs, ramener un peu l'herbe et ramener le bois et ramener beaucoup de choses. Ça ne le dérange pas, dans la mesure où ça sert ses intérêts. Donc, je pense que c'est un processus. C'est un processus il faut que la loi, il faut que l'impunité n'y soit pas là, et il faut aussi que l'État lutte contre les différentes formes de discrimination, et ça c'est à travers l'éducation, à travers les médias, et à travers les tribunaux aussi. Il faut donner on va faire ça dans l'ordre. exemples. On va faire ça dans l'ordre. Je vous fais réagir juste après la pause, Madame Chaoui. Gardez ce que vous avez à nous dire, ne l'oubliez pas. On se retrouve tout de suite après une pause pub. Restez avec nous. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du débrief. On continue notre discussion et nos échanges sur les violences faites aux femmes. Avant d'évoquer les racines du mal et les racines de cette violence, on termine juste, je vous fais réagir sur ce que vient de dire M. Chafiahi juste avant qu'on fasse la pub. Et en vous posant aussi cette question, parce qu'il l'a abordé, le faible taux de femmes qui osent porter plainte et la question de l'impunité. Juste ce chiffre qui est également donné par l'enquête du HCP, seulement 3% des femmes qui se disent victimes de violences ont porté plainte, seulement 3%. Et à peine 1% des hommes qui sont poursuivis pénalement. 3% portent plainte pour seulement 1% d'hommes qui sont poursuivis. Comment on explique ces chiffres, vous qui accompagnez juridiquement ces femmes, Madame Chaoui? D'accord, je réagis vis-à-vis de ce qu'a dit Hakim, juste brièvement. Comme je disais, que la violence ça concerne toutes les femmes, quelle que soit la catégorie, quel que soit et quand on dit espace public, moi comme je dis les lieux de travail, parce que cette résistance dont on va parler Hakim, c'est une résistance qu'il y a dans les lieux de travail. Et quand une femme a des compétences plus que l'homme, il l'accepte pas. Et je vous dis pas le nombre de harcèlement des femmes morales que nous recevons et dont nous ne pouvons rien faire, je vous dis pas quel est l'impact psychologique sur ces femmes. Donc, on va pas se limiter au bus, au transport commun. Non, l'espace public, c'est aussi l'école, même les lieux d'enseignement. 24,2% sont exercés dans les écoles. De jeunes filles qui se font harceler dans les écoles. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas spécifique à une catégorie. C'est vrai que les femmes souffrent d'une précarité, c'est vrai, de pauvreté, c'est vrai qu'elles sont plus vulnérables, elles sont plus victimes, mais il y a aussi ce volet qu'il ne faut pas oublier, que toutes les femmes, quel que soit leur milieu social, sont victimes de violences. Donc, pour répondre à votre question, premièrement, il y a l'accès aux services au Maroc. Ça pose un grand problème. L'accès aux services juridiques. À tous les services. Parce que avant d'aller porter plainte, il faut aller faire un certificat médical. Donc moi, je parle quand c'est une question de type de violence sexuelle et physique. Donc l'accès à la santé, l'accès dans les gendarmeries et la police, la violence, parce qu'il y a aussi une violence institutionnelle qui est reconnue, qui est pratiquée par les fonctionnaires de l'État vis-à-vis des femmes, parce que donc dans ce processus, les femmes, elles n'osent pas. Nous, à l'Association marocaine de lutte contre les violences à l'égard des femmes, nous avons remarqué le désistement des femmes au cours de la procédure. Donc, on a demandé à une sociologue de nous faire une étude sur le désistement. Entre autres, parce qu'il y a la famille, au cours de la procédure, la famille intervient, les parents, il y a l'autonomie, bien sûr, la dépendance matérielle, elle se rend compte qu'elle ne peut pas prendre en charge, mais aussi le vide juridique. Il y a aussi l'accès il y a aussi la gratuité, la non-gratuité des services. Donc tout ça fait que la femme, bien sûr, surtout les femmes vulnérables dans la précarité, laisse tomber ou n'ose pas aller vers Et il y a aussi l'état psychique de la femme victime de violence qui se laisse faire, qui se laisse aller, qui n'ose pas aller vers... qui n'ose pas demander de l'aide. Bien sûr qu'heureusement aujourd'hui, il y a les centres d'écoute qui sont ouverts à ces femmes, qui les soutiennent
psychiquement, psychologiquement, et qui les accompagne juridiquement. Et malgré tout ça, il y a des désistements en cours de route parce que dans le renforcement, parce que l'objectif surtout de notre association, c'est le renforcement des capacités de ces femmes. Quand elles viennent, on ne peut pas les accompagner et les assister pas à pas, mais on essaie de les renforcer, c'est-à-dire d'essayer de les orienter, de les aider. Mais en cours de procédure, elles, comme je disais, ils ont l'obstacle de la violence institutionnelle, ils ont plusieurs obstacles, donc c'est là où elles ne vont pas jusqu'au bout. Elles ne vont pas jusqu'au bout. Alors on a parlé beaucoup dans les 2 dernières interventions du cadre juridique. Monsieur Zaganiaris, vous êtes sociologue. La production de normes dans une société comme celle du Maroc, on en a évoqué quelques caractéristiques, est-ce qu'elle peut aller dans le sens d'une meilleure protection des femmes et donc d'une remise en cause de la domination masculine ? Alors, c'est là où, justement, je voulais revenir tout à l'heure sur la question des classes sociales, et je suis d'accord avec madame, qu'il y a une violence qui concerne toutes les classes sociales, mais comme l'a dit un moment monsieur tout à l'heure, ce sont les femmes, par exemple, qui sont le plus exposées dans les transports publics que celles qui ont leur voiture privée. Donc la question des classes, indirectement, peut expliquer des statistiques. C'était ça mon propos. Par exemple, le rapport qu'on a cité tout à l'heure sur l'Observatoire national prend beaucoup plus les femmes vivant dans le milieu urbain que rural. Et donc, il y a une invisibilisation, c'est-à-dire de cette violence-là qui gagnerait à être justement analysée statistiquement, mais aussi qualitativement. Par exemple, pour la question de la plainte, alors ça c'est extrêmement important, la question des revenus économiques, et vous le dites, c'est dans ce sens-là où je parlais de classe sociale. Une femme qui est indépendante économiquement grâce à sa famille peut plus facilement porter plainte, comme ça on va venir au juridique et répondre à votre question, mais une femme qui est indépendante, notamment aidée par sa famille, peut plus facilement porter plainte et utiliser le droit tel qu'il existe. On va peut-être voir après comment il va changer. Mais qu'une femme qui n'est pas dépendante économiquement, qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire qu'une femme qui est soumise à la violence de son mari, qui dépend financièrement de lui, c'est-à-dire si elle s'en va, elle a personne où aller. Là, par exemple, on est tous exposés à la vulnérabilité, à la violence de genre, mais on ne l'est pas exposé de la même manière selon sa situation sociale, d'où l'importance justement... On comprend mieux du coup votre propos de tout à l'heure. Voilà, d'où l'importance du droit, c'est dans ce sens-là où je l'entendais, en étant toujours très prudent par rapport, vous voyez, à ce que disent les statistiques, parce que c'est très facile de prendre le sens commun, d'apposer un chiffre, et voilà, et on en arrive à des conclusions qui malheureusement ne reflètent pas la complexité du réel. Alors sur la question des normes, là vous touchez quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que le droit, c'est un peu comme l'œuf et la poule. Est-ce que c'est la poule d'abord? Est-ce que c'est l'œuf? Est-ce que c'est le droit qui va changer les comportements? Ou est-ce que c'est parce que les comportements changent qu'on va changer le droit? Moi, je reste à la fois partisan de la législation. À un moment, il faut modifier les droits, mais je reste très prudent sur les usages sociaux du droit. La modification des droits, et notamment des droits en termes d'avancée et de protection des catégories les plus vulnérables, bien sûr, est indispensable. Et d'ailleurs, le fait que cette loi traîne, là par exemple, ça reflète peut-être justement, ça veut dire que c'est peut-être pas une priorité si elle traîne, cette loi-là. Je pose la question, les débats qui ont eu lieu sur l'insuffisance des protections de cette loi, et notamment en termes de violence conjugale, par exemple. Et donc, est-ce que le droit suffit à changer la société? Non, mais il faut un point de départ, il faut une normativité qui, à un moment, est incorporée socialement. Et Pierre Bourdieu, vous le citiez tout à l'heure, a écrit un très beau texte, La force du droit. Finalement, la force du droit, c'est quoi? Le droit, c'est quelque chose qui est produit socialement. Il y a des conditions sociales de production. Donc, est-ce que ce sont des hommes qui vont construire des droits pour les femmes? Est-ce que ce sont les femmes elles-mêmes? Il y a le très beau livre de Ouria Lamine Chichi, justement, sur le féminisme d'État, qui montre que la Moudawana, le point de départ de la Moudawana, c'est des hommes, c'est-à-dire, et à un moment... Même ce projet de loi qui a été adopté en juillet dernier, donc par les députés, il a été adopté à 80 voix, dont une majorité de femmes. C'est majoritairement des femmes qui ont soutenu ce projet de loi. Vous voyez, le droit et ses conditions sociales de production, quelles sont les conditions sociales concrètes qui produisent les normes, ces normes qui les décident. La norme, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Donc c'est important de savoir qui décide d'imposer justement ce qu'on va faire du point de vue de la protection des femmes, et de voir de quelle façon les femmes elles-mêmes sont prises justement dans qu'est-ce qu'elles peuvent elles aussi imposer comme normativité
en connaissance de cause d'ailleurs. Alors, ce cadre juridique, est-ce qu'il est suffisant? Qu'est-ce qui est puni aujourd'hui pénalement par la loi? Juste pour ce projet de loi, donc c'est le projet de loi 103-13, je vous donne la parole, Monsieur Chaferi, mais juste ce qu'il prévoit, il prévoit de rendre coupable de harcèlement, on parle de harcèlement, quiconque impose à une personne dans les lieux publics ou autres de façon répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle, créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, et on prévoit de punir donc ce harcèlement par 1 mois à 1 année de prison et 2 000 à 10 000 dirhams d'amende. Est-ce que pour vous c'est suffisant et sur quoi faudrait-il améliorer un tel projet de loi sur les violences faites aux femmes? Dans le droit, dans les droits humains d'une manière générale, les droits, on dit que les droits sont universels mais ils sont indivisibles. Parfois quand on essaye de manière juste, un peu cloisonner sans prendre en considération les autres dimensions, on risque de ne pas faire une véritable lutte contre la violence. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour la loi 113, dans sa première forme et dans sa deuxième forme. Alors pour la coalition, il demande, et d'ailleurs on fait partie, Fatem Zahra aussi, il demande une loi globale. Et une loi globale, elle comporte 4 choses. La première des choses, c'est la prévention. Quelles sont, si on veut analyser, parce que pour analyser la loi, il faut analyser bien gris. La prévention. Il n'y a pas de prévention. C'est-à-dire les préventions, tout ce qui est éducation, tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est médias. On va y venir, on va parler du rôle de l'éducation. Et ça, c'est très important dans la loi. Parce que la loi, ce n'est pas que des normes figées ou et ce n'est pas que répressif. Voilà, c'est des dispositions de sanctions. Non, la sanction, ça fait partie, c'est une partie de la réponse juridique. Mais ce n'est pas la réponse juridique tout entière. Il y a la dimension de protection. Et dans la protection, on parle de police, de procureur, de procédures, etc. Et ces procédures ne prennent pas en réalité la réalité de la femme telle qu'elle est. Et surtout, beaucoup de femmes dont a parlé Fatem Zahra qui n'ont pas ce pouvoir d'accès. Parce que l'accès, il faut les structures d'accompagnement, les structures d'accès, et même les quelques centres d'écoute qui existent, qui ont fait un travail extraordinaire. Dernièrement, ils n'ont pas été financés, ils ont été marginalisés, ils ont été dans la politique du gouvernement. La troisième chose, c'est la prise en charge. La femme, mais c'est une prise en charge adaptée. Quand une femme subit la violence à minuit ou à 1 heure du matin et jetée dehors avec ses enfants, etc., il faut que l'État soit présent. Donc, et la 4e chose, c'est la réparation. Donc la réparation, tout ça nécessite un système, une gouvernance, une bonne gouvernance, un système de suivi et une participation des concernés et des mouvements démocratiques de droits des femmes et les associations de femmes qui ont beaucoup travaillé, qui ont capitalisé toute une expérience. Alors pour résumer un peu, le projet de loi, il y a quelques ouvertures, mais il ne répond pas de manière globale, il ne répond pas, et surtout, il n'adopte pas. Il n'a pas adopté la définition de la violence telle que vous l'avez dite. Après, dans le Parlement, dans la première chambre, ils ont essayé de la réintégrer. Et un certain nombre de violences, comme la violence psychologique, comme le vol en tripot, comme ils ont été ignorés dans ce projet de loi. C'est-à-dire il est encore régi par une certaine logique conservatrice et qu'il ne veut pas vraiment décliner la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de normes, pour moi, les normes, c'est la Constitution. La Constitution a instauré, elle parle de droits universels tels qu'ils sont, de droits de l'homme, droits humains universellement reconnus dans leur globalité, dans leur indivisibilité, et ça c'est dans le préambule. Il parle de la primatie du droit international sur le droit local en cas d'opposition, et je pense que personne ne viendra défendre la violence contre les femmes. Donc il y a une volonté politique qui doit s'exprimer à travers la loi, et à travers tout ce qui peut meubler les dispositions de la loi, et c'est pour ça, et c'est dans ce cadre que lutte la coalition. Madame Chaoui, sur ce cadre juridique et sur ce qui lui manque. Je suis d'accord avec mes deux amis parce que effectivement, comme a dit monsieur, la législation elle est importante et dans les normes, moi je crois que les lois éduquent.
Une éducation passe par les lois. Quand il y a la sanction, quand il y a cette loi, comme a dit Hakim, elle a pas respecté les 3 dimensions qui sont importantes, les 3 P: protection, je reviendrai prévention et punition. Comme on les appelle, les 3 P n'ont pas été respectés. Donc on n'a pas le temps d'en revenir sur chaque cas. Elle n'a pas intégré une autre catégorie de femmes. Elle ne répond pas aux attentes des associations féministes. Nous avons présenté un grand nombre de mémorandums, y compris celui de Rabi Al-Karamal, le DDF, le nôtre. Pas une seule phrase n'a été prise dans ce projet de loi. Je ne dirais pas un seul mot n'a été pris dans ce... Alors que nous sommes des gens de terrain. C'est à travers nos centres d'écoute que nous avons relevé les éléments de plaidoyer. Nous connaissons quelles sont les attentes des femmes. Ce ne sont pas nos attentes, ce sont des attentes des femmes auxquelles nous offrons nos services. Donc, ce projet de loi, c'est un projet qui ne répond pas du tout, pas aux attentes des associations des femmes, mais aux attentes de la femme marocaine. Donc la société civile dans son ensemble est assez critique. Il encourage l'impunité des auteurs de violence. Donc, aujourd'hui, le gouvernement est appelé et amené à revoir ce projet de loi, à impliquer les associations qui ont travaillé des années depuis 2004, les associations ont accumulé une expertise, un savoir. Il manque. Jean Zaganiris, après on passe aux racines de cette violence, parce qu'il nous reste encore 10 minutes pour en parler. Bref, parce qu'il y a quelque chose qui a été important, enfin quelque chose qui a été dit et qui est très important, la question des normes. Les normes s'inscrivent dans le juridique, mais s'inscrivent aussi dans le social. Regardez ce soir, nous passons à la télévision, nous sommes habillés d'une certaine manière, il y a des normes, et pourtant aucune loi ne nous a dit comment venir ici. Ça fait partie des conventions. Alors, au niveau de la violence de genre, là, il y aurait des choses aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est inhibé, par exemple? La loi est indispensable, je suis entièrement d'accord, mais la loi n'est rien sans les usages sociaux qu'on en fait et surtout les dispositions qu'on a à appliquer, justement, les normes qu'il y a dans la loi. Et là, c'est des normes sociales, d'où le travail de l'associatif. Je pense au très beau livre de Zakia Daoud, Féminisme et politique au Maghreb, qui retrace l'histoire des luttes associatives. Dans l'ouvrage que nous avons sorti avec Abdallah Baïda et Mamoun Lahbabi, il y a un très beau texte je vais vous en parler tout à l'heure. Voilà, de Rita El Khayat dedans, qui parle, qui incarne une des voix qui a mis en avant cette violence vraiment de genre, cette violence qui s'exerce sur les femmes en tant que femmes et qui a compris justement le problème des normes du point de vue du social, pas uniquement du juridique. Parce que s'il n'y a pas des dispositions sociales qui inhibent certaines choses et qui font qu'on va respecter la femme, on aura beau faire toutes les lois qu'on veut, ça donnera soit de la répression, effectivement, c'est-à-dire on va cogner, etc., parce qu'il n'y a pas justement toute cette normativité sociale qui accompagne la normativité juridique. Et ça, alors, les féministes l'ont bien dit. Il nous reste quelques minutes pour parler donc des causes de cette violence. Vous avez parlé de des normes, en fait, des conventions sociales qui aussi devraient prévaloir. Pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à se transformer? Quelles sont les causes? On le voit ces derniers mois, ces quelques dernières années, il y a des formes de violence qui s'expriment dans l'espace public, pas seulement à l'égard des femmes. Donc d'où ça vient? Est-ce que c'est les mutations, par exemple, des structures sociales, que ce soit la famille, que ce soit qui provoque ça? Est-ce qu'il y a une violence rentrée qui s'exprime en ces occasions? Comment on explique ces violences? Écoutez, moi je travaille sur la sociologie de la littérature marocaine de langue française. Donc si on prend Driss Raibi, Le passé simple, Messaouda de Abdellah Khan, cette violence exercée sur les femmes, la littérature en rend compte. Et en plus, ces écrivains rendent compte de choses qu'ils voient dans le social. Moi je pense que cette violence de genre dont vous parlez, c'est bien sûr qu'il y a des mutations dans la famille, mais il y a des mutations dans les moyens de communication qui montrent cette violence. Alors du coup, on a l'impression qu'elle n'existait pas avant, parce que les médias nous la montrent, mais peut-être que les médias tels qu'ils sont aujourd'hui n'existaient pas avant. Et que c'est juste une meilleure visibilité. Moi, je pense que ce sont les mutations des médias qui expliquent en partie la découverte de cette violence qui existait mais qui était invisibilisée avant. Parce que dans la littérature, si on reprend la littérature marocaine en tant que pratique sociale, le cinéma, si on reprend des correspondances de certains auteurs ou des entretiens qu'on a pu faire, cette violence de genre existe tout le temps et dans toutes les cultures. Par contre, les moyens de communication, les réseaux sociaux qui la montrent, eux ont changé. Facebook n'existait pas il y a une dizaine d'années, ni les réseaux sociaux, ni Twitter, ni par exemple les iPhones
avec lesquels je peux filmer. Par exemple, aujourd'hui, pour penser cette violence de genre dont vous parlez, si on ne prend pas en compte le fait que depuis 2, 3, 4 ans, on a ce qu'on appelle iPhone, je suis nul en technologie, on a les iPhones qui peuvent, ça veut dire qu'un particulier, les smartphones, je suis désolé, ça veut dire que vous et moi, c'est pas uniquement le journaliste avec sa caméra qui va filmer la violence dans l'espace public. N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire et le mettre sur les réseaux sociaux et tout le monde voit. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que cette violence est nouvelle. Peut-être que cette violence est en train de muter et qu'elle existait avant, mais qu'avant, il n'y avait pas les smartphones pour la montrer publiquement. Monsieur Chaffaoui. J'ai un petit document des Nations Unies d'ailleurs qui parle des facteurs causaux ou de risques relatifs à la question de la violence. Il parle de l'inégalité des sexes et la discrimination comme la cause profonde de la violence à l'égard des femmes, bien sûr influencée par les disparités et le rapport de force historique et structurel qui existe. Et il donne quelques éléments, dans un modèle écologique, il parle de quelques facteurs, notamment le fait d'avoir été témoin ou victime de mauvais traitements dans l'enfance. Il parle aussi de la toxicomanie. Il parle aussi de l'appartenance des femmes aux groupes marginalisés ou exclus. Il parle du faible niveau d'éducation. Il parle de l'absence de perspective économique. Il parle un peu de l'absence de la disparité au niveau économique, éducationnel et professionnel entre les hommes et les femmes dans une région. Il parle des conflits et tensions dans une relation de partenaires. Donc, juste sans fin. Difficulté d'accès des femmes à la propriété foncière. Donc, c'est-à-dire, il fait que la violence, dans ce cas, devient une manifestation de la discrimination et une source de discrimination. De conservation d'un rapport de force. Donc, lutter contre la violence contre les femmes, c'est véritablement lutter contre la discrimination, contre les stéréotypes, et bien sûr, à travers l'éducation, la prévention, mais aussi à travers des lois qui sont persuasives et qui sont globales, et qui sont globales, et qui sont globales, parce que regardez le code de la route. Moi, j'ai jamais aimé mettre la ceinture. Sincèrement, je considérais que quand ils ont imposé la ceinture, pour moi, c'était la fin du monde. Mais maintenant, je ne peux pas monter dans une voiture sans ceinture. Donc, j'ai été éduqué par un code. Donc, je pense qu'il faut la volonté politique. Et une véritable volonté politique. Parce que le coût de la violence économique, politique, culturelle est trop cher. Et le Maroc aujourd'hui, avec les perspectives d'aller vers l'Afrique, avec les perspectives de jouer un rôle de premier plan, je crois que dans certains parlements, au niveau de l'Afrique, il y a plus que 50% c'est des femmes. Donc il faut qu'on remette en cause, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Je pense que le Maroc doit choisir et lutter réellement contre la violence à l'égard des femmes, sans tomber dans les interprétations idéologiques. Je pense on parle des femmes, la mère, la fille, dans les discours, mais dans la réalité, il faut protéger les femmes contre la violence. Et surtout, je rajoute une chose, moi je suis dans une université où plus que 70% des filles de la faculté de médecine sont des femmes. Dans la médecine dentaire, c'est des femmes. Dans les écoles d'ingénieurs, c'est beaucoup de femmes. Alors je vois mal des médecins demain, des dentistes, des ingénieurs, des chercheurs en biologie, en mathématiques, en physique, en train de subir la violence et ne pas trouver un État qui le protège. C'est un investissement en ressources humaines, il faut le protéger, je pense, et ça fait partie du patrimoine immatériel et matériel de On est bien matériel, nous voilà. sommes bien matériels. Et vous soulignez effectivement un paradoxe qui est souvent la réussite scolaire des filles, qui est beaucoup plus forte dans beaucoup de pays arabes, c'est pas seulement le Maroc, et donc à l'inverse, au final, beaucoup de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. Madame Chaoui, on a évoqué la question de l'éducation, notamment par la loi. Vous vouliez réagir au propos de Monsieur Chaffaoui. Je voulais aussi vous demander sur les raisons du blocage par rapport à ces questions de violence. Est-ce que la femme aussi ne reproduit pas une certaine forme de violence dans l'éducation qu'on donne aux filles? Vous l'évoquiez tout à l'heure, quand on dit à une fille ne sors pas dans la rue de telle façon ou à telle heure parce que c'est un espace qui ne t'appartient pas. Est-ce que la femme n'est pas aussi l'ennemi de la femme? Vous savez, quand on parle de mentalité masculine, ça ne concerne pas que les hommes. Ça concerne quelques femmes. Et ça nous le touchons dans des administrations, quand il y a des femmes juges, il y a des femmes juges qui sont plus sévères que des hommes juges. Ça, c'est une mentalité. Et nous allons revenir aux sources et aux causes de la violence. Il est culturel, éducatif et social. Culturel, c'est dans la culture, dans notre culture, la femme, elle n'est pas égale à l'homme.
et le frère, il n'est pas comme la sœur. C'est les stéréotypes à l'école, à la maison, aux mamans qui reproduisent, qui ont cette culture, qui ont été éduquées dans ce sens et qui reproduisent la même chose. Donc c'est socio, culturel, économique et je pense que aujourd'hui, nous sommes amenés à lutter contre ces reproduction de ces pratiques. Ces pratiques, que ça soit quand on parle de l'éducation de l'école, ça concerne et les petites filles, et les petits garçons, et les jeunes filles, et les garçons. Et les jeunes femmes. Parce que quand on parle de discrimination, il peut y avoir de discrimination entre femmes et femmes. Et il y a même dans les lois des discriminations entre femmes et femmes. Aujourd'hui, dans la loi contre la violence à l'égard des femmes, on n'évoque pas les femmes handicapées. Il n'y a pas donc. Je vous laisse terminer, c'est juste parce qu'il me reste 1 minute. Oui, mais vous avez laissé aux hommes plus le temps de parler. Ah non, j'ai essayé d'être très équitable. Ah non, mais je pense que le sujet est très... On aura l'occasion, sans doute. On aurait aimé avoir un peu plus de temps parce que... Nous aurons l'occasion d'y revenir, je suis désolée. Que nous n'avons pas évoqué, même les types de violence, on n'a pas... On va y revenir à l'occasion d'une prochaine émission. Je suis désolée. Messieurs, dames, je suis vraiment désolée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais, le temps passe vite. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet très prochainement de la coalition. Voilà, et je voulais aussi... Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs, mais c'est un échantillon. Vous aurez l'occasion de nous en reparler. Je voulais aussi vous montrer le livre de Jean Zaganiaris avec ce collectif, avec Abdellah Baïda et Mamoun Lahbabi, et dans lequel il y a aussi des textes sur la violence. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Merci donc de votre fidélité. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Et moi, je vous donne rendez-vous avec l'équipe et de nouveaux invités lundi prochain pour un nouveau débrief. Bonne soirée à tous.